Bonjour à tous. Merci beaucoup de vous être connectés nombreux pour participer à ce webinaire qui a été organisé par MEDREF avec la collaboration de la Société congolaise de gynécologues obstétriciens. Nous allons vous présenter l'objectif de ce webinaire. Ensuite, nous allons vous présenter le MEDREF brièvement et enfin les différents participants. Le webinaire d'aujourd'hui a pour objectif de promouvoir l'hystéroscopie et de pouvoir mettre en exergue les différents participants, présenter les différentes techniques opératoires et les moyens d'y parvenir et promouvoir également la formation continue. Pour ce faire, aujourd'hui, nous allons avoir l'occasion d'écouter d'éminents professeurs. Le professeur Nzao, professeur de gynécologie obstétrique à l'université de Kinshasa. Il a comme domaine de prédilection la chirurgie mini-invasive et l'endométriose. Il est le fondateur de la société ou de l'ONG d'AMI Berlin, qui a en son sein donc un centre de formation d'hystéroscopie dont j'ai eu la chance d'être formée. Et également une clinique qui est spécialisée dans la chirurgie mini-invasive. Nous avons le professeur Monzango, qui est également professeur de gynécologie à l'université de Kinshasa, avec domaine de prédilection la chirurgie mini-invasive et l'endométriose. Nous avons le professeur Chan, professeur de gynécologie à l'université de Lubumbashi, qui a comme domaine de prédilection l'infertilité. Il est vice-président de la Société congolaise de fertilité et nous savons très bien le lien qui existe entre l'infertilité et l'hystéroscopie. Enfin, nous avons le professeur Itoa, qui est président de la Société de gynécologues obstétriciens de Congo-Brazzaville. Il est également chef de service du département de gynéco au CHU de Brazzaville. Donc, sans plus tarder, nous allons vous présenter brièvement le MEDREF. C'est quoi le MEDREF? C'est une société qui a été fondée par des médecins congolais de Kinshasa. Ils ont leur siège à Kinshasa et ils fournissent en tout cas des instruments, des matériels adaptés à la réalité ici au Congo, des matériels pas chers mais qui sont extrêmement fiables et la plupart des intervenants ici ont eu l'occasion de pouvoir les utiliser. Pour ne pas monopoliser la parole plus longtemps, je passe la parole au professeur Nzao qui va nous parler de l'hystéroscopie, le diagnostic, l'hystéroscopie diagnostique et opératoire, les indications et les limites en gynécologie obstétrique. Professeur Nzao, vous avez la parole. 18 minutes. Euh, Bonjour et bon dimanche à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Oui. Est-ce qu'on a activé le partage d'écran? Mais bref, parce Nous, que je n'ai pas mes... Pardon? oui, c'est activé. C'est activé. Oui, oui, je ne sais pas voir mes écrans sur... OK. Pas encore, professeur. On ne voit pas du tout votre écran, juste Ah votre oui? photo. Oui, c'est bon. D'accord. Alors, encore une fois, merci beaucoup à Medref et merci à tous les panélistes, mais aussi les participants pour ce webinaire sur l'hystéroscopie, qui est un outil très, très important. Donc, je tiens à remercier l'organisation particulièrement pour ses soucis portés sur euh, la capacitation ou bien le renforcement des capacités de prestataires.
Alors, sans plus tarder, je pense qu'on va passer rapidement sur ce sujet vous avez dit 15 minutes, 18 minutes? 18 Bon, minutes. Minutes. ça pourra 18 aller, minutes. ça pourra aller plus vite. Alors, nous allons parler essentiellement des indications. On va parler aussi de limites ou contre-indications de l'hystéroscopie. Vous savez que l'hystéroscopie, c'est c'est procédé qui est utilisé en médecine pour explorer l'intérieur de l'utérus, tout en utilisant un système optique qui permet de ramener la lumière à l'intérieur de l'utérus, mais aussi de afficher l'image au bout du système d'hystéroscope, donc, et on peut directement regarder à l'œil. Ça se faisait il y a quelques années, quelques décennies, mais aujourd'hui, il y a des caméras qui nous permettent de prendre cette image et de la porter sur un écran. Et à partir de l'écran, on peut bien voir ce qui est à l'intérieur de l'utérus. Et pourquoi on fait ça? C'est pour explorer par rapport aux symptômes que la femme peut présenter ou par rapport à certaines images qui peuvent être dans issues de certains examens et tout. Ça, c'est le diagnostic, mais aussi le côté opératoire. Il y a plusieurs pathologies qui peuvent être opérées depuis un hystéroscope, des pathologies de l'intérieur de l'utérus. Il faut savoir que l'hystéroscopie aujourd'hui, c'est le gold standard par rapport au diagnostic et au traitement des pathologies qui sont intra-utérines. Donc, toutes les pathologies qui sont, qui ont un développement intra-utérin peuvent être traitées par l'hystéroscopie ou devraient être traitées par l'hystéroscopie, considérée comme le gold standard. Alors, est-ce que on devrait aujourd'hui parler exclusivement de l'hystéroscopie diagnostique ou de l'hystéroscopie opératoire et faire vraiment une démarcation nette? C'est pas toujours évident. Parfois, on va pour un diagnostic, mais on fait des petits actes comme des biopsies, ainsi de suite. Et parfois, on va vraiment pour un diagnostic et on fait on pourrait pas dire que ce sont des grandes procédures, par exemple des cures de synéchie, ainsi de suite. On peut le faire au même temps par rapport à l'intention de faire un diagnostic. Ça va donc s'appeler see and treat. Donc on y va, on explore et puis on va directement traiter la pathologie qui peut qui peut en fait être prise en charge au même moment de l'hystéroscopie diagnostique. Mais globalement, pour des raisons un peu plus didactiques, nous avons distingué cette hystéroscopie en deux, diagnostic et opératoire. Quand est-ce qu'on va porter son hystéroscope ou faire indication d'hystéroscopie lorsqu'il s'agit d'aller explorer l'intérieur de l'utérus? C'est lorsque, par exemple, la femme présente des saignements anormaux. Alors, par saignement anormal, il faut comprendre tout ce qui n'est pas règle normale. Donc, ça pourra même être des règles, mais en quantité très, très, très importante. Ou alors, ça va être des saignements en dehors des règles, dans le sens où c'est en grande quantité, mais aussi des saignements anormaux, il faut comprendre des saignements en trop petite quantité. Lorsqu'on parle des règles, alors que les règles devaient avoir 4 5 jours et en quantité tout à fait normale, les femmes savent un peu c'est à quoi elles sont habituées. Mais si on commence à avoir des gouttes, ça aussi, ça fait partie des saignements anormaux, mais dans l'autre sens, d'une quantité insuffisante. Et lorsqu'on a ces manifestations, au bout euh, du symptôme, on peut avoir une pathologie sous-jacente, par exemple les myomes, par exemple les polypes, des hyperplasies, pour le sens d'une diminution, par exemple des synéchies, et toutes ces pathologies-là peuvent bien être traitées par l'hystéroscopie. L'hystéroscopie est indiquée dans le bilan d'infertilité, dans ce sens qu'effectivement, c'est
au-delà des pathologies que je viens déjà de citer, l'hystéroscopie a une plus-value en matière d'infertilité parce qu'il n'y a que l'hystéroscopie qui va montrer, par exemple, des plages rougeâtres qui font penser à une endométrite chronique. On ne peut pas voir ça à l'échographie, on ne peut pas voir ça sur d'autres examens qu'à l'hystéroscopie. Et même certaines formes d'adénomiose qui sont exclusivement des développements intra-utérins, mais qui ne sont pas très, très étendues encore sur les muscles, l'hystéroscope peut bien voir ça au bout et ça peut expliquer un peu le- l'infertilité chez la femme. Ça peut être une des raisons. Lorsque la femme a des avortements à répétition, ça peut être aussi lié à ce que je viens de mentionner, mais ça peut être lié à certaines petites synéchies qui n'ont pas eu leur visualisation à l'échographie ou à d'autres examens, ça reste une indication d'hystéroscopie. Lorsqu'on a une suspicion d'une rétention de débris ovulaires, ça peut être des tout petits os, ça peut être des tout petits tissus. Bon, les os peuvent être vus à l'échographie, mais quand ils sont très petits, parfois l'échographie passe à côté. Mais nous avons déjà vu des dames avec des tout petits tissus ovulaires, mais qui n'ont pas été trophoblastiques, qui n'ont pas été vus à l'échographie. C'est l'hystéroscopie qui finalement a pu ressortir. Et les symptômes que la femme présentait, on en a eu quelques femmes, mais une des femmes particulièrement, c'était essentiellement des saignements anormaux. Ça s'est arrêté après l'hystéroscopie. Lorsqu'on a des doutes sur un corps étranger, ça peut être un os, mais ça peut être aussi un dispositif intra-utérin. Lorsqu'on a des doutes à l'échographie, est-ce que tout est des dents ou est-ce qu'on a l'impression que ça a déjà traversé un tout petit peu la paroi? L'hystéroscopie peut aider. Une partie peut être à l'intérieur, une autre partie ou un brin peut déjà être enfoncé dans l'épaisseur du myomètre. L'échographie peut aider. Il y a aussi l'évaluation post-opératoire. On vient d'opérer et on a des risques qu'il y ait des synéchies. Par exemple, lorsqu'on fait une entrée dans le cavum après une myomectomie ou bien au cours d'une myomectomie ou encore on vient de faire une myomectomie stéroscopique et qu'on a des doutes, c'est recommandé de revenir et de faire une hystéroscopie post-opératoire, des contrôles qu'on appelle une hystéroscopie second look. Ça permet au même moment de diagnostiquer, mais aussi de traiter des synéchies qui peuvent être survenues au décours de cette chirurgie. Certaines formes de dysménorrhée dont on n'a pas trouvé vraiment une cause évidente organique ou même une cause fonctionnelle, pardon, une raison fonctionnelle ou une cause organique. L'hystéroscopie peut aider à découvrir certaines pathologies, comme je disais, une adénomiose ou une endométrite. Ça peut être une dysménorrhée secondaire qui serait organique de ce fait-là. Et des leucorrhées. Alors là, il faut faire attention, c'est pas au moment où les leucorrhées sont évidentes en phase aiguë qu'il faut faire une hystéroscopie, non, mais quand une femme vient, elle dit que de manière récidivante, elle a des leucorrhées, attention, ça peut être un petit corps étranger à l'intérieur de l'utérus qu'on peut finalement voir à l'hystéroscopie. On a eu des cas d'un petit gant de latex qu'on avait vu à l'intérieur de l'utérus, où on peut avoir des restes de fils non résorbables après certaines myomectomies par certains praticiens. On en a vu qui ont laissé des fils non résorbables à l'intérieur, mais aussi chaque fois que nous avons une image échographique ou hystérosalpingographique qui nous dit qu'il y aurait quelque chose à l'intérieur, mais qu'on ne sait pas définir autrement, l'hystéroscopie est donc l'exploration qui va nous permettre une visualisation directe et dire alors de quoi il s'agit. Sur le plan opératoire, comme je disais, plusieurs indications aujourd'hui. Et ce sont des pathologies à développement essentiellement intracavitaire comme la polypectomie, la myomectomie, la cure de synéchie, le retrait d'un corps étranger, comme un stérilet qui se serait perdu là-bas, ou encore des os fœtaux qui sont retenus à l'intérieur de l'utérus. Lorsqu'on a quelques malformations, comme des cloisons, utérine, on peut faire une hystéroscopie. Je parle bien des cloisons, je ne parle pas d'utérus dit Delphes, parce qu'il faut bien des critères échographiques pour nous permettre de dire que ça, c'est une cloison et on peut réséquer jusqu'à quelques millimètres du fond.
L'endométrectomie, devant certains cas, bon, on en faisait beaucoup à un moment pour l'adénomiose, on en fait encore, mais pour certaines tumeurs endométriales au tout début, une endométrectomie peut être indiquée. Et on peut faire une cathétérisation tubaire pour la réperméabilisation tubaire. C'est une technique qui est très développée du côté de l'Asie, particulièrement en Inde, mais que les Européens utilisent très très peu, mais ça permet pour certains cas de récupérer les simples cas d'une obstruction, pas d'une vraie occlusion au niveau tubaire. La contraception, à un moment, a été utilisée avec l'hystéroscopie, c'est échoué, donc on mettait les implants de titane et donc c'était un mélange de titane et d'un autre métal. On implantait ça au niveau des ostias des trompes et ça crée une fibrose et ça permettait de ce fait-là d'obtenir une contraception. Mais il y a eu des petits problèmes, non, des graves problèmes parfois qui sont allés jusqu'au procès ayant commencé en Australie, un peu partout en Occident par rapport à Eshure. On s'est rendu compte que ça a créé beaucoup de déplacements secondaires des implants qu'on mettait au niveau des cornes utérines, mais aussi il y avait des femmes qui réagissaient au nickel ou au titane et ça créait des problèmes sérieux. Finalement, on n'en fabrique plus, on a retiré ça totalement. Mais aujourd'hui, il y a une pathologie qu'on appelle ismocèle. C'est ismocèle, il y a un S qui manque là-bas. Cette pathologie est liée au fait en fait, c'est le défect au niveau de la cicatrice de la césarienne. Et ça peut être à la base de plusieurs symptômes, notamment les saignements anormaux, l'infertilité, les douleurs. Et dans certains cas, pas dans tous, dans certains cas, avec des critères bien déterminés, on peut faire un traitement hystéroscopique. Très rapidement, nous avons vers le haut et à gauche, je crois que vous voyez mon pointeur, il y a l'orifice euh, cervical interne dans sa forme normale, c'est ovalaire. On peut voir ça à l'hystéroscopie. Ici, on a une vue panoramique de la cavité. On a utilisé un hystéroscope particulier à l'époque. C'était un fibroscope. Donc ça, ce sont des fibres optiques. Vous voyez comme il y a des il y a des mailles un peu ici. Ça, c'est une sténose de l'orifice cervical ou bien sténose cervico-isthmique. Donc ça part d'ici et ça monte un peu vers l'isthme. Un myome de classe 0, des polypes endométriaux. Ça, ce sont des débris ovulaires. C'est un peu comme ça que ça se voit, jaunâtre, un peu verdâtre à l'intérieur de la cavité. Alors, rapidement, généralement, on fait une interaction avec le public, mais là, comme c'est en Zoom, je vais tout simplement vous raconter cette histoire et dire comment l'hystéroscopie peut vraiment nous aider. Là, il s'agit d'une dame qui avait des pertes depuis une année après la réalisation d'une césarienne. Je me souviens plus très très bien de l'indication. C'est pas nous qui l'avons opérée, mais c'est une dame qui nous avait été envoyée par un de nos aînés qui avait fait une hystérosalpingographie et avait noté une image anormale à l'intérieur de l'utérus, mais qui savait pas autrement être définie. C'était bon, le radiologue avait parlé des synéchies, mais visiblement c'était pas vraiment des synéchies parce que le, l'image des soustractions n'était pas très, très, très noire, un peu comme c'était pas vraiment comme à côté là. Et donc, on avait l'impression qu'il y avait une structure à l'intérieur, mais qu'en même temps, le produit de contraste pouvait passer un peu pour euh, atténuer un peu cette opacité, cette, cette transparence-là. Et finalement, on s'est dit, bon, c'est une indication d'hystéroscopie. Rappelez-vous, lorsqu'on a une image qui n'est pas très, très nette lors d'un examen écho ou hystérosalpingographie, ou même IRM, on peut faire une hystéroscopie. Et là, on tombe sur ces images-là. C'est un hystéroscope à l'époque qu'on utilisait. Ça donnait de très belles images. Et voilà, je crois que ça va être lu en vidéo là. On a beaucoup de dépôts de fibrine à l'intérieur de l'utérus. Et on voit bien une structure blanchâtre qui est tissée. Et donc, après retrait, on s'est rendu compte que lors de la césarienne, on avait oublié une compresse à l'intérieur de l'utérus et la compresse avait été retirée. Voilà l'hystéroscopie qui a donné de l'éclairage sur, une indication partant d'un examen
d'imagerie qui a noté une image non autrement définie. Un autre cas, c'est pour voir l'apport de l'hystéroscopie. C'est une fillette qui a une vingtaine et qui avait fait un avortement dans le passé d'environ 4 mois. On aurait curté, c'était à l'intérieur du pays. Mais depuis lors, elle avait des pertes répétées, des pertes répétées. Donc, rappelons-nous, les pertes qui reviennent toutes les fois. Sachez que la première chose à laquelle il faut penser, il pourrait y avoir un corps étranger. Et l'échographie peut aider. Et comme ici, l'échographie voyait déjà des esquilles osseuses. Et c'était au cours du cycle. Et on avait demandé à la femme de revenir, parce qu'on fait l'hystéroscopie entre le sixième et le 11e, 12e jour, donc en début de la phase proliférative, on lui donne rendez-vous et elle revient déjà avec un os. Donc on confirme que c'est vraiment des esquilles osseuses qui sont à l'intérieur et on fait une hystéroscopie et on ramène. C'était en même temps opératoire dont on ramène les esquilles osseuses. Donc ça, c'est l'apport de l'hystéroscopie. Maintenant, les limites ou encore des contre-indications. Lorsque les pathologies inflammatoires sont aiguës, il ne faut pas faire une hystéroscopie. En ce moment-là, on aggrave la situation parce que on peut avoir comment dire, un sepsis à porte d'entrée gynécologique. Mais en ce moment-là, il y a l'hystéroscopie. Mais parfois, on n'est pas au courant d'une pathologie inflammatoire chronique qui serait peut-être un hydrosalpinx et tout. L'hystéroscopie peut aussi en ce moment-là, mettre du liquide et aggraver la situation. C'est comme ça qu'on travaille avec des pressions très, très basses. Lorsqu'on a une femme qui a des éruptions au niveau vulvaire qui ferait penser à un herpès, donc ce sont des vésicules, il vaut mieux ne pas faire l'hystéroscopie en ce moment-là parce que ça va essentiellement créer une hépatite fulminante qui est très, très mortelle. Donc, les femmes meurent beaucoup de cette hépatite fulminante. Il vaut mieux postposer l'hystéroscopie. Alors, l'hémorragie génitale, ça, c'est une limite. Au moment où la femme saigne, on a des problèmes de visibilité, donc on ne peut pas faire l'hystéroscopie. Lorsqu'on a une grossesse intra-utérine, ça c'est évident. En cas de cancer du col, c'est beaucoup plus par rapport aux limites, donc ce sont des risques, c'est un risque lié au saignement. En cas de sténose cervicale sévère, on a vu des femmes qui avaient des cols un peu comme du bois. Et en ce moment-là, c'est difficile d'effectuer une hystéroscopie qui soit que diagnostique. En ce moment-là, il faut déjà faire l'opératoire et aller explorer l'intérieur. En cas de patiente instable, lorsqu'on veut faire une hystéroscopie, par exemple, sans anesthésie ou que l'instabilité est liée à une instabilité, comment dire, à l'hémodynamie, ainsi de suite, c'est difficile. Je tiens à relever ici que l'hystéroscopie diagnostique n'est pas contre-indiquée chez la Vierge et ça peut se faire sans que la virginité soit, comment dire, compromise. Euh, mais aussi lorsqu'il s'agit d'une infection aiguë ou chronique, il ne faut pas faire de la chirurgie. Je pense que je suis à 18 minutes, je peux m'arrêter là et encore une fois, merci beaucoup à l'organisation. Merci beaucoup, professeur Nzao, pour cette très belle présentation claire, comme d'habitude, et très didactique. Et donc, j'en profite pour vous remercier. Nous allons la parole entre-temps au professeur Monzango, s'il est prêt. OK, merci beaucoup. Je ne sais pas Professeur si Monzango, oui, oui, vous voyez mon on- écran. oui, oui, c'est bon. OK. Allez-y. OK, merci beaucoup. Je commence par remercier les organisateurs et la SCOGO pour pour nous avoir donné ces privilèges pour discuter sur les défis de l'hystéroscopie dans un pays à ressources limitées comme le nôtre. Et il fallait quand même qu'on puisse donner quelques solutions et notre expérience là-dessus. Alors, je signale quand même qu'il y a un conflit d'intérêts dans cette présentation avec Mendref parce que nous utilisons déjà le matériel de Mendref et nous allons quand même parler des Mendref dans cette présentation. Alors, nous allons suivre ces deux plans. On va commencer par les défis et après, on va donner quelques solutions et notre expérience de Onyx Medical Center. Alors, nous avons trois défis et parmi les défis à relever pour
l'endoscopie en République démocratique du Congo, nous avons pensé sur la formation, sur la disponibilité des matériels et sur la courbe d'apprentissage. Alors, en ce qui concerne la formation, c'est vrai que nous avons encore un déficit en termes de centres de formation. Alors, à peine à Kinshasa, nous avons le professeur Nzao qui forme. Nous avons démarré chez moi, au Onyx Medical Center, dans la Fondation Munzango, un centre qui pourra démarrer au mois de décembre. Il y a les professeurs Mukwege qui donnent des formations, alors que le pays est tellement vaste et je crois que nous devons encore encourager d'autres formateurs à créer des centres de formation pour faciliter que l'hystéroscopie soit vraiment un outil que tout médecin, surtout gynécologue, va utiliser pour sauver des vies. Alors, en termes de matériel, c'est vrai qu'on a un sérieux problème, comme nous n'avons pas de fabricants locaux de matériel, on a un problème de disponibilité des matériels. C'est parmi les défis que nous devons certainement relever. Et puis, le défi matériel n'est pas seulement lié à la disponibilité, mais comme université, comme universitaire, nous devons aller plus loin. On doit commencer à concevoir les matériels nous-mêmes pour résoudre certains problèmes et être à la page comme les autres. Parce qu'aujourd'hui, déjà, la plupart des matériels que nous utilisons, je pourrais donner l'exemple pour la myomectomie hystéroscopique ou la polypectomie. Aujourd'hui, partout ailleurs, c'est à peine qu'au Congo, je crois, il y a quelques mois, que nous avons eu à acquérir les morcellateurs hystéroscopiques, alors que ça nous donne beaucoup plus de détails, beaucoup plus de précision, beaucoup plus de facilité de travail que la révectoscopie aujourd'hui, alors que jusqu'aux preuves du contraire, tous ces matériels-là sont les fruits des conceptions d'autres universitaires. Au lieu que nous soyons que des copistes pour des matériels, je crois que parmi les défis, l'université doit commencer à réfléchir, nous qui sommes des utilisateurs de ces matériels-là, voir comment concevoir et mettre au point des matériels qui vont faire avancer aussi l'hystéroscopie. Alors, en ce qui concerne la courbe d'apprentissage, là, je l'insiste, je l'ai toujours dit et je le répète, ce n'est pas une formation qui suffit pour commencer à faire une hystéroscopie. Et tous mes maîtres qui sont ici, mes aînés, ne diront pas le contraire. Il y a beaucoup de personnes qui ont été formées, qui jusqu'à présent n'arrivent pas à pratiquer. Soit c'est les matériels qui posent problème, mais il y a certaines personnes qui ont des matériels, mais la courbe d'apprentissage, elle est liée au nombre de cas que vous devez faire et vous devez absolument être à côté d'une personne qui a beaucoup pratiqué pour vous orienter pour certains trucs et astuces pour vous permettre d'avancer. Alors, quelle solution faire ou quelle solution donner à ces problèmes? Voilà, pour la formation, il faut encourager la formation au niveau des formés, encourager les formateurs, ceux qui ont déjà la main, à s'être entourés par des personnes qui veulent apprendre et qui vont vraiment apprendre pour rehausser les niveaux. Et c'est vrai qu'ici, à Kinshasa et dans les grandes villes, nous nous battons, mais il faut aussi encourager les autres à être formés, même ceux qui sont à l'intérieur, surtout certains gynécologues qui sont à l'intérieur. Je crois que l'hystéroscopie, c'est une bonne opportunité pour eux pour poser certains diagnostics et poser d'autres actes au lieu de nous référer les malades à Kinshasa, dont le coût et les séjours posent déjà un sérieux problème. Alors, en termes de matériel, les défis de matériel, comme je vous ai dit au départ, il y a un conflit d'intérêts avec Mendref. Je pense et je reste convaincu que la présence de Mendref, c'est vraiment une opportunité pour les personnes qui veulent se lancer en hystéroscopie. Ils peuvent bien utiliser ces matériels-là. Nous en avons l'expérience. En ce qui concerne la courbe d'apprentissage, Onyx Medical Center organise chaque année des séries de campagnes et ces campagnes-là ne se font pas qu'à Kinshasa. Nous avons maintenant un défi de tourner dans toutes les provinces
de la République démocratique du Congo. On a déjà été à Mbuji-Mayi, on a été à Gemena et nous avons d'autres villes qu'on a programmées au moins chaque 3 mois de descendre dans les villes, faire des chirurgies à moindre coût pour faciliter non pas seulement les malades à trouver solution à leurs problèmes, mais c'est pour susciter aussi les vocations aux médecins locaux pour voir qu'ils sont capables eux aussi de faire quelque chose. Alors, en guise de conclusion, c'est vrai que nous avons 3 défis à relever: la formation, la disponibilité des matériels et puis une courbe d'apprentissage pour toutes les personnes qui veulent apprendre. Mais je reste convaincu qu'aujourd'hui, si nous avons eu ce privilège de faire ce webinaire avec MEDREF, je crois que ce sont des jeunes à encourager et ce sont des idées à encourager. Et ces idées-là arrivent lorsque, dans la vie, je reste convaincu, quand il est strictement interdit d'interdire, on va au moins susciter des vocations. Bien sûr que ces vocations doivent être encadrées et ça pourra donner l'essor pour l'hystéroscopie des mains dans ces pays. J'encourage d'autres jeunes qui peuvent se lancer dans la pratique de l'endoscopie, dans la vulgarisation de l'endoscopie. Ça serait vraiment une bienvenue pour le sort de la chirurgie mini-invasive dans notre pays. Nous disons et nous vous remercions. Merci beaucoup, professeur Bonzango, pour cet exposé clair et qui motive les autres à se lancer dans la chirurgie mini-invasive. Vous et le professeur Nzao, vous êtes vraiment à féliciter. Quand je vois tout ce que vous avez déjà accompli en très peu de temps, ce n'est qu'à féliciter. Donc là, on va revenir sur l'exposé de Dr Macheka sur le programme Endo Access de MEDREF. S'il peut nous en parler en quelques 10 minutes. Merci beaucoup, Macheka, c'est à toi. Merci, docteur Igen Mamba. Vous m'entendez là-bas? Oui, on t'entend très bien. Okay. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis docteur Patrick Macheka, représentant de MEDREF. En quelques minutes, je vais vous présenter un programme innovant de MEDREF. Ça passe pas. Un programme innovant de MEDREF qui transforme déjà la pratique de l'endoscopie en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, dénommé EndoAccès. Aujourd'hui, nous savons que de nombreux hôpitaux souhaitent s'équiper en matériel d'endoscopie, mais les coûts initiaux très élevés, d'une part, et la crainte d'acquérir des équipements de mauvaise qualité, d'autre part, bloquent jusqu'à maintenant toute avancée. Et avec EndoAccès, nous supprimons la barrière financière. C'est simple. Vous recevez un équipement de haute qualité, vous commencez la pratique de l'endoscopie sans rien payer au départ. Et notre objectif ici est clair, c'est de démocratiser l'accès à la technologie endoscopique dans nos régions. Nous avons lancé ces projets en République démocratique du Congo et au Cameroun, et bientôt au Congo-Brazzaville. Reconnaissons-les, les avantages offerts par les programmes EndoAccès sont uniques. Premièrement, vous recevez un équipement moderne de haute qualité avec une garantie inégalée. MEDREF assure l'installation, la formation à la manipulation de ces équipements, évidemment pour assurer une utilisation optimale et une longévité. Vous bénéficiez d'une maintenance gratuite. Vous profitez d'un service après-vente très réactif et surtout d'une modalité de paiement souple qui ne vous asphyxie pas. Nous avons simplifié les processus en 4 étapes seulement. Vous contactez premièrement MEDREF pour une évaluation gratuite de vos besoins et une proposition de la solution la plus adaptée. Et une fois l'accord trouvé, nous procédons à la signature du contrat. Ensuite, nous livrons, nous installons et nous formons vos personnels. Et par après, vous pouvez commencer à payer par tranche selon vos capacités. En clair, en moins d'1 mois, votre hôpital est passé d'un centre limité à un établissement moderne et compétitif. Comme je l'ai toujours dit, vous ne perdrez pas des patients parce que vous avez tourné le dos à l'endoscopie. Vous perdrez des patients parce qu'évidemment, votre concurrent d'à côté a opté pour l'endoscopie. Comme dit-on, quand on veut, on peut. L'excellence de l'endoscopie est à la portée de tous. Contactez MEDREF dès aujourd'hui pour révolutionner votre pratique médicale. J'ai dit et je vous remercie.
Merci, Macheka, pour cet exposé qui nous a fait gagner du temps. J'espère que ça va susciter d'autres personnes à commander chez vous et à avoir un matériel de qualité qui pourra les aider à avancer et à faire progresser leur clinique. Nous passons donc ainsi au professeur Cham, professeur à l'Université de Lubumbashi et vice-président de Socoferti, pour qu'il nous parle de l'expérience des cliniques universitaires de Lubumbashi. C'est à vous, professeur Cham. Alors, bonsoir à tous. Je ne sais pas si mon écran est partagé. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui, on le voit. Alors, OK, merci. Bonsoir à tous. Je remercie MEDREF et la Société congolaise de gynécologie obstétrique pour cette opportunité qui nous offre de partager notre petite expérience sur l'apport de l'hystéroscopie dans la prise en charge de l'infertilité à Lubumbashi. Alors, voilà le plan que nous allons suivre, une petite introduction et puis nous allons détailler notre méthodologie et partager nos résultats. Alors, en introduction, je crois que tout le monde est au courant et tout le monde sait pratiquement la définition de l'infertilité, qui est cette incapacité pour un couple de concevoir au bout de 12 mois de relations sexuelles régulières, sans notion de contraception, et ce, autant pour un couple qui n'a jamais conçu que pour celui qui a déjà une grossesse précédente. Et au travers le monde, on se rend compte que les problèmes liés à l'infertilité, waouh, mon curseur ne marche pas. Ouais, voilà. Les problèmes liés à l'infertilité, excusez-moi, je vais faire un petit retour. Voilà, les problèmes liés à l'infertilité constituent vraiment des problèmes, phénomènes de santé, vu premièrement la fréquence. Mondialement, on estime à 15% de couples qui sont infertiles, ça c'est l'OMS qui le dit. Et cette infertilité a bien sûr des répercussions multiples, tant sur le plan psychologique, social et économique, mais aussi la mise au point de l'infertilité prend du temps. Et cette durée est importante et parfois il y a des couples qui trouvent ça trop long et n'arrivent pas à être aussi patients, mais également la complexité du traitement de certains cas de fertilité en fait toute la difficulté. Alors, par rapport aux principales causes d'infertilité, je pense que tout le monde dans l'audience est au courant. On a 30% de participation féminine, on a 30% de participation masculine dans les causes d'infertilité. L'on a aussi 30% où les deux, le couple est responsable, c'est-à-dire le versant masculin et féminin sont tous les deux responsables. Et finalement, on a toujours 10% de causes d'infertilité qui restent inconnues. Alors, quant aux infertilités où la cause est exclusivement utérine, on retrouve chez environ 15 à 20% des femmes infertiles une cause exclusivement utérine. Et parmi ces causes, on peut citer des polypes, des myomes sous-muqueux, des synéchies, on peut citer la présence des corps étrangers et même certaines infections chroniques, essentiellement au niveau de l'endomètre. Et toutes ces causes d'infertilité exclusivement utérine sont accessibles grâce à l'hystéroscopie et on peut mettre la main sur le diagnostic et même entamer un traitement lorsque on a une expertise avérée. Alors, on doit aussi se rappeler que toutes ces lésions utérines, pourquoi elles sont assez importantes quand on parle d'infertilité, c'est puisque ces lésions intra-utérines, ces lésions utérines, peuvent interférer avec la fertilité spontanée, donc réduire la capacité pour la femme de concevoir, mais également ces lésions utérines, lorsqu'elles ne sont pas soignées, peuvent avoir un retentissement sur les résultats, même si on est en assistance médicale à la procréation. De ce fait, le diagnostic de ces lésions utérines et leur traitement constitue un des objectifs principaux du bilan d'infertilité ainsi que de sa prise en charge. Donc, c'est vraiment important
que le clinicien que nous sommes puisse comprendre que ces lésions intra-utérines méritent d'être diagnostiquées et traitées lorsqu'on fait un bilan et une prise en charge de l'infertilité. Nous nous sommes fixés quelques objectifs pour mener une petite étude sur la pratique de l'hystéroscopie à Lubumbashi. Et parmi ces objectifs, c'est premièrement évaluer la place qu'occupe l'hystéroscopie dans l'exploration du couple infertile à Lubumbashi. Deuxièmement, quels renseignements diagnostiques l'hystéroscopie a permis de nous apporter dans notre ville et quel est l'intérêt thérapeutique de la pratique de l'hystéroscopie. Nous avons mené pour ce faire une étude descriptive transversale avec collecte rétrospective des données de novembre 2023 à juin 2025 dans une structure spécialisée de la place. Et nous avons inclus dans cette étude tous les couples qui ont consulté pour infertilité, qu'elles soient primaires ou secondaires, mais chez qui les examens d'exploration de l'infertilité ont été demandés. Dans notre analyse, nous avons exclu tous les dossiers qui étaient incomplets et l'hystéroscopie était indiquée soit pour suspicion de pathologie utérine diagnostiquée à l'échographie ou à l'hystérosalpingographie, ou encore comme premier temps d'une laparoscopie diagnostique. Alors, voici nos résultats. Nous avons colligé pas moins de 659 cas d'infertilité féminine et dans la structure où cette étude a été menée, ces cas d'infertilité ont représenté pratiquement 16,47% des consultations. L'âge moyen des femmes qui ont consulté pour infertilité tournait autour de 30,1 plus ou moins 2,5 ans. Et la durée moyenne de l'infertilité tournait autour de 3,2 ans. 58% de ces patientes ont déclaré être officiellement mariées et 42% vivaient en couple. Alors, nous avons noté dans la population étudiée 32,4% d'obèses et 34,4% qui étaient en surpoids et simplement 28,4% qui avaient un IMC tout à fait normal. Et les troubles menstruels qui étaient présents chez environ 31% des cas et parmi lesquels en tête venaient les spanioménorrhées suivies des dysménorrhées. Alors, par rapport au type d'infertilité noté, nous avons pratiquement 59% qui ont présenté une infertilité secondaire et 41% qui ont consulté pour infertilité primaire. Et pris ensemble, nous notons que l'infertilité féminine constituait environ 11% de l'ensemble des consultations dans la structure dans laquelle l'étude a été menée et près de 67% des cas d'infertilité étaient d'origine féminine. Par rapport aux explorations paracliniques, nous voyons que viennent en tête les dosages hormonaux et par rapport à l'hystéroscopie dont nous parlons ce soir, les demandes ou l'exploration paraclinique en hystéroscopie n'a représenté que 4,4% des explorations, ce qui est vraiment minime quand on voit le pourcentage des pathologies utérines responsables de l'infertilité. Donc, on constate déjà que dans notre étude, nous avons remarqué un recours très minime, très modeste à l'hystéroscopie dans les examens paracliniques. Alors, que nous donnent les diagnostics de ces différents examens paracliniques? Par exemple, sur le plan échographique, nous constatons que les myomes viennent en premier avec pratiquement 27% des diagnostics, suivis des ovaires micropolykystiques et de l'hyperplasie de l'endomètre. Et quand on fait la sommation de toutes ces lésions, lorsque on fait la sommation, on se rend compte que dans les diagnostics échographiques, 55,5% d'anomalies étaient utérines et ça contraste vraiment avec le faible recours à l'hystéroscopie qui, nous vous le rappelons, un des panélistes l'a dit dès le départ que c'était le gold standard dans le diagnostic des anomalies utérines. Quant au diagnostic hystérosalpingographique, nous constatons également qu'en premier viennent les adhérences péritonéales suivies de la suspicion
des myomes et de l'obstruction tubaire. Et là encore, lorsqu'on fait la sommation de toutes ces anomalies utérines, on se rend compte qu'elles représentent pas moins de 47,8% d'anomalies diagnostiquées à l'hystérosalpingographie. Alors, qu'est-ce qui a été fait en hystéroscopie? En hystéroscopie, voici les diagnostics qui ont été mis en évidence. C'est des polypes, c'est des synéchies cervicales qui d'ailleurs représentaient la majorité, pratiquement 25,8%, des polypes, de l'adénomiose et la présence des corps étrangers. Alors, le petit astérix rouge que vous voyez sur les diapositives fait référence pratiquement à des patientes qui ont conçu un trimestre après le traitement, après l'hystéroscopie. Nous avons 2 patientes qui ont conçu dans le trimestre qui a suivi le diagnostic et la cure de polypes. Nous en avons une qui a conçu après diagnostic et traitement hystéroscopique des synéchies cervicales. Et nous en avons aussi une qui a conçu après retrait de corps étrangers. En fait, c'était des esquilles osseuses. Alors, nous remarquons aussi que dans le faible nombre d'hystéroscopies qui ont été demandées et qui ont été réalisées, nous avons pas moins de 22,5% des patientes qui ont été référées et elles ont été référées vers Kinshasa pour des raisons évidentes. C'est des cas qui étaient complexes et qui nécessitaient justement une expertise un peu plus avérée pour les traiter. Et je pense que notre maître, le professeur Zhao, en a reçu un certain nombre de patients venus de Lubumbashi justement pour bénéficier d'une hystéroscopie opératoire. Alors, donc, nous voyons sur cette diapositive que, évidemment, ces chiffres que nous présentons ici ne représentent en fait que 4,4% des explorations hystéroscopiques pour infertilité. Donc, c'est important que nous puissions encore faire des gros efforts et travailler encore plus dur pour augmenter ce pourcentage de recours à l'hystéroscopie qui, tel que vous pouvez le voir, a non seulement permis de poser le diagnostic, mais ça a permis de traiter et même de trouver des solutions à certaines patientes qui souffraient d'infertilité. Alors, en guise de conclusion, nous allons dire que l'infertilité est multifactorielle, donc il y a plusieurs facteurs. Il est Allô, parti ou... professeur Cham? Professeur Oui, Cham, on a oui, vous perdu m'avez votre perdu. présentation. Oui. Oh, bon, ok, je suis de toute façon en train de conclure. Je disais que l'infertilité était multifactorielle et qu'on devrait tous se rappeler de ça et que l'hystéroscopie est l'examen de référence, donc le gold standard pour le diagnostic des lésions intra-utérines. Son apport reste encore modeste à Lubumbashi pour de nombreuses raisons que nous avons évoquées en cours d'exposé. Bien que pour certains auteurs, là, c'est un petit bémol, pour certains auteurs, ils pensent que le bénéfice est incertain, le bénéfice de l'hystéroscopie est incertain, mais nous affirmons encore plus que l'exploration de la cavité utérine doit faire partie intégrante du bilan initial d'infertilité, pourquoi pas de sa prise en charge. Nous vous remercions. Merci, professeur Cham, pour cet exposé qui était clair et qui nous a donné des rappels sur l'infertilité et l'importance de l'hystéroscopie dans la prise en charge de l'infertilité. Nous allons enfin passer la parole au professeur Clotaire Itois, chef de service du CHU de Brazzaville, qui va nous parler de l'expérience de l'hystéroscopie à Brazzaville. Merci, professeur. Vous avez la parole. Merci bien, madame. J'aimerais avant tout remercier les organisateurs, notamment le MEDREF et mes collègues de la Société savante dans SCOGO, le docteur Mouela et le professeur Vicky Logomba,
Alors, j'ai accepté hein, ce webinaire dès la première sollicitation de Dr Patrick Bachika. Et j'aimerais vous partager l'expérience, mais en tout cas l'expérience du CHU de Brazzaville. Alors, il faut dire que parler de l'hystéroscopie ou de l'endoscopie en général, lorsqu'on est l'un des pionniers, c'est pas facile. Parce qu'on passe tout le temps à vulgariser, à démontrer pour convaincre. C'est avec, euh, je partage l'avis de notre collègue de Lubumbashi. Il faut convaincre et on passe le temps. Et nous avons eu la chance où, comme nous sommes le seul établissement universitaire, c'est plutôt les situations où les gens sont dos au mur, ils sont obligés de solliciter. Et c'est ainsi que, sur le plan des soins, je vais acter donc mon propos par rapport aux soins, à la formation, la recherche et enfin les perspectives. Donc, du point de vue des soins, eh bien, ce sont les mêmes indications hein, qu'à Kinshasa, puisque mon ami, le professeur Emmanuel Nzaou, parle des synéchies, bien entendu. Il y a eu des synéchies, les saignements anormaux ont occupé une belle place. Les extractions hein, du stérilet, des rétentions de matériel ovulaire. Mais c'est quand même une très bonne chose que on a la même réalité, hein, les deux Congos. Et donc, oui, et enfin, quelques cas de biopsie. Bon, je précise que nous faisons plus l'hystéroscopie et l'hystéroscopie diagnostique, puisqu'on n'a pas le matériel pour l'hystéroscopie opératoire. Mais il faut dire que faire l'extraction ou gérer quelques synéchies qui sont pas en réalité des synéchies, c'est déjà, ça a apporté des bons résultats. Donc, l'hystéroscopie nous a permis d'écarter déjà les fausses synéchies de l'hystérographie et a permis, bien entendu, d'extraire le matériel. Force est de constater encore que chez nous en Afrique, on a quand même euh, des os, hein, où il y avait tout un fémur de 16 semaines d'aménorrhée et qui entraînait l'aménorrhée. Et quand on fait l'extraction et que la femme retrouve quand même sa, 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 sa féminité, c'est une très bonne chose. Donc, trêve de bavardage en disant que l'hystéroscopie ne sert à rien, ça sert à quelque chose. Donc, c'est vrai que nous sommes un service où on en pratique de l'endoscopie en général, hein, donc la cystoscopie. Et donc, ce n'est que des indications qui sont bien précises, bien staffées. Bon, et ça nous apporte en tout cas des résultats. Alors, s'agissant de la formation, bah, nous avons eu le bonheur d'accueillir notre ami, le professeur Emmanuel Nzaou, lors du congrès, du dernier congrès de la SOCOGO, la Société congolaise des gynécologues obstétriciens. Et on a donc eu un atelier sur l'hystéroscopie. Ben, et ça se résume d'abord à cette formation, on va dire formation continue en termes d'atelier. Mais l'idéal pour nous serait d'aller en formation postdoctorale parce que nous formons des spécialistes et il faille que ça rentre dans nos curricula de formation. Du point de vue de la recherche, les travaux que nous avons menés ont commencé par les manuscrits, hein, les mémoires, les thèses. Et puis bon, et plus tard, il y a eu donc des publications sur, on va dire, l'endoscopie en général et l'hystéroscopie faisant partie. Alors, qu'en est-il des perspectives? Donc, je suis vraiment flatté du fait que il y a du matériel à côté, à bon prix. Sinon, dans les perspectives, c'est acquérir donc du matériel et surtout intégrer la formation, mais dans la formation postdoctorale. Et au-delà, pourquoi pas la formation de médecin généraliste, parce qu'on peut se rendre compte qu'on a besoin de l'hystéroscopie un peu partout. Donc, du point de vue du partenariat, nous, on peut se réjouir que ce partenariat Sud-Sud pourra nous apporter un bénéfice. Je suis content que le collègue parle de l'expérience de Kinshasa et peut-être j'ai entendu Accra et du Cameroun. Donc,
en tant que chef de service de gynécologie obstétrique et président de la SOCOGO, j'attends la matérialisation de ce partenariat. Je vous remercie. Merci, professeur Itois, pour votre intervention. Je remercie tous les intervenants. Le professeur Nzaou nous a parlé des indications de l'hystéroscopie. Il nous a rappelé que l'hystéroscopie était le gold standard dans le diagnostic de plusieurs pathologies, notamment les biomes, les polypes, les synéchies, et que par la même occasion, on pouvait les traiter par voie hystéroscopique. Il a tiré la sonnette d'alarme sur les limites qu'il ne fallait pas intervenir pendant la phase aiguë et chronique de l'infection. Le professeur Guy Lambert Monzango nous a rappelé l'importance de la formation, les limites par rapport au matériel. Là, MEDREF a une grande place et bienvenue pour apporter un matériel de qualité à moindre coût pour aider les personnes formées à se lancer. Et également, il nous a parlé du compagnonnage pour les personnes qui sont formées par les différentes campagnes de formation qu'il réalise à travers l'intérieur du pays. Enfin, le professeur Cham nous a parlé de l'expérience de Lubumbashi, où la pratique est encore très faible, mais apporte des bons résultats avec des diagnostics ô combien importants dans la mise au point de l'infertilité. Enfin, le professeur Itois nous a rappelé et nous a parlé de l'expérience de Brazzaville, qui est un peu timide, mais qui commence à prendre de l'élan. Donc, j'espère que les participants ont bien suivi. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le forum et nous allons le transmettre aux différents intervenants. Pour le moment, nous passons la parole au président de la SOGO Ouest, professeur Vicky Lokomba, qui a un mot avant de terminer notre webinaire. Professeur Lokomba, Bonsoir tout le monde. à vous la parole. Oui, je dis bonsoir tout le monde. Je ne sais pas si vous Bonsoir, m'entendez. professeur, on vous entend. Oui. Je félicite beaucoup Medref pour avoir organisé ce webinaire. Je félicite aussi tous les intervenants au cours de ce webinaire. Leur présentation était bien claire et nous avons beaucoup appris en les écoutant. À travers ces présentations, il a été bien noté que l'hystéroscopie est un examen très important pour compléter le diagnostic du gynécologue. C'est un instrument que le gynécologue devrait avoir et maîtriser pour sa pratique. Mais seulement, il y a très peu de médecins qui sont formés et l'accès au matériel est très difficile. Malgré cela, il y a quand même certaines expériences qui se font ça et là à Kinshasa et maintenant à Lubumbashi. Et dans les différentes campagnes organisées par les professeurs Nzao et les professeurs Monzango, si le matériel est disponible, l'hystéroscopie se pratique aussi dans d'autres villes, provinces, notamment Mbujimaï, Matadi et bien d'autres encore. Ce qui est encourageant. Et aujourd'hui, un gynécologue, à la fin de sa formation, devrait maîtriser plusieurs outils modernes, notamment l'hystéroscopie. On ne peut plus être gynécologue sans maîtriser l'hystéroscopie, sans maîtriser l'échographie, sans maîtriser la stéréoscopie, qui sont les attributs d'un médecin gynécologue obstétricien moderne. C'est pourquoi je lance un appel à MEDREF, à la Fondation Berlin, à la Fondation Monzango Sibo, ainsi qu'à la SCOGO elle-même, pour que nous puissions faire des formations post-emploi, en cours d'emploi plutôt, mais post-formation, de sorte que tous ces médecins gynécologues obstétriciens qui n'ont jamais eu à être formés en échographie
ou en endoscopie puisse l'être pour que les services qui sera rendu à notre population soient un service de qualité. Parce que, comme vous l'avez vu lors de la présentation de professeur Zhao, pour un textilome, on pense à l'échinacée utérine. Le traitement qui sera appliqué sans ce matériel d'hystéroscopie sera un traitement inapproprié et nous risquons d'arriver à des complications plutôt qu'à rendre service aux patientes qui présentent de tels problèmes. Donc, il est impérieux pour nous de la SCOGO et pour les partenaires de nous mettre ensemble, ainsi que la faculté de médecine d'ailleurs, pour commencer à organiser des formations continues, de rattrapage d'abord pour les gynécologues obstétriciens ainsi que pour tous ceux dont la chose intéresse dans la ville de Kinshasa et pourquoi pas dans tous les pays. Je remercie aussi le professeur Itoa que je salue bien. Je vais l'appeler après ce webinaire. Merci. Vous avez fini, professeur? Oui, oui, j'ai conclu. Ok, merci beaucoup, professeur. Nous vous remercions d'être intervenu dans ce webinaire. Nous sommes nombreux aujourd'hui dans le salon, à peu près 132 participants. Il y a des questions. Il y a le professeur Wolombi qui voudrait poser une question, le docteur Wolombi qui voudrait poser une question. Il demandait, vous pouvez poser votre question, professeur. Je n'ai pas vu la question sur le forum avant que je puisse lire les questions des autres participants. Docteur Wolombi, je n'arrive pas à la voir. Il y a le docteur Guy Cléry qui demande comment relever le défi de l'équipement endoscopique dans un pays qui est immense comme un continent. Kinshasa n'est pas la RDC. Nous sommes très en retard par rapport aux pays européens, par rapport à l'Afrique du Nord et même l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique australe. Enfin, par rapport à toute l'Afrique, nous sommes en retard. Comment relever le défi de l'équipement endoscopique? Je pense que cette question est posée à Medref. Docteur Macheka, tu pourras répondre, s'il te plaît. Oui, merci, docteur Irène. Il faut signaler que nous livrons pas partout, dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Donc, la distance n'est pas un obstacle pour nous. Donc, pour les matériels, nous livrons partout en République démocratique du Congo. Merci. Les frais de livraison sont à charge de qui? À charge. Les frais de livraison. Les frais de livraison, c'est à charge du client. Merci beaucoup, docteur Macheka. Docteur Olombi, vous avez la parole. Merci beaucoup, docteur Irène. J'ai joint mes félicitations à celles du professeur Lokomba. J'avais juste deux petits commentaires. Le premier, par rapport à l'exposé du professeur Nzao, je confirme ce qu'il a dit. Nous ne faisons plus de stérilisation par voie hystéroscopique pour des raisons qu'il a très bien évoquées. Un petit commentaire aussi par rapport à notre ami de Lubumbashi, le prof Cham. Je suis un peu triste, entre guillemets, de voir qu'il n'y a pas beaucoup d'échographie en cas d'investigation d'infertilité. Il n'y a pas aussi beaucoup d'hystérosarcómographie. Je pense que on devrait encourager les prestataires à recourir à ces deux examens, surtout le premier qui n'est pas invasif, mais aussi le deuxième. Et comme l'avait dit le professeur Nzao, les images obtenues à partir de ces deux examens peuvent orienter vers une hystéroscopie. Bonsoir encore à notre ami, le professeur Itoa de Brazzaville. Merci beaucoup, docteur Irène. Merci, docteur Olombi. J'ai une question je pense que c'est docteur Yannick, mais je ne sais pas. Monsieur Yannick Nzouzi, qui demande si on peut réaliser une kystectomie par hystéroscopie. Je pense que non, mais je laisse quand même
la parole au professeur Nza ou au professeur Guy Lambert de répondre à cette question, s'il vous plaît. Il faut Je peux désigner, on quitter. commence par qui? Pardon, professeur? On commence par Je qui? quitte. Parce que, ouais, Pour vous, bien sûr. d'accord, d'accord. Je suis à une réunion. Attendez Si un on peu. peut éteindre les autres micros, s'il vous plaît. Comme j'ai manqué à ce devoir-là, je salue Clotaire depuis Non, je suis... et bien installé à Brazzaville là-bas. Merci beaucoup d'avoir participé. Vous savez très bien, le vous ici, c'est parce que c'est officiel, mais en privé, on n'aurait pas utilisé ce vouvoiement-là. Clotaire, merci d'être parmi les panélistes. Et comme vous savez, les choses en Afrique, comme vous l'avez souligné, doivent reposer pour ces genres de développement sur un partenariat sud-sud, parce que nous connaissons nos réalités et nous savons mieux nous aider. Il y a une réflexion, désolé Irène pour prendre 2, 3 minutes pour dire ça, il y a une réflexion que nous avons faite partant d'une observation, ce que nous avons appelé le complexe du banal. Nous avons été très longtemps exposés à ce que les autres font, que nous considérons comme étant très évolués, les Américains, les Allemands, les Français ou tout ce que vous voudriez. Et parfois, quand ils font des choses extraordinaires, nous, on n'est pas très touchés. On se dit, mais c'est normal qu'ils fassent ça. Quand ils vont sur la Lune, on se dit, mais bon, ce sont les États-Unis, c'est normal, c'est l'Allemagne, c'est la France. Mais c'est le jour où Congo-Brazzaville va sur la Lune que le Congo-Kinshasa va vraiment se demander comment on peut faire pour y arriver. Et c'est en fait cette psychologie-là qui marche dans beaucoup d'autres domaines, y compris dans le domaine de l'endoscopie. Parce que quand je regarde plusieurs années en arrière, et quelques années seulement, 4, 5, 6 ans, je vois comment les choses ont évolué aujourd'hui. Et je reste persuadé que c'est ce partenariat sud-sud qui va nous aider à avancer. Il y a beaucoup de gens qui avancent localement ou régionalement. Et les organisations comme la SCOGO, comme la SOCOGO, comme toutes les sociétés savantes peuvent prendre expérience sur les uns les autres et vraiment partager cette expérience au niveau régional, si, pourquoi pas au niveau africain, parce que pour avoir été dans plusieurs pays maintenant de l'Afrique centrale, je me rends compte que nous pouvons vraiment nous aider et avancer de manière assez appréciable. Maintenant, pour venir à la question kystectomie ovarienne, là, on est dans la cavité péritonéale. Euh, En hystéroscopie, non, peut-être en voix basse, oui. Le professeur Monzango peut parler de Vinote, mais là, on est en hystéroscopie. Ça veut dire qu'on est entré dans l'utérus. Et à partir de là, on gère tout ce qui est dans l'utérus. Le kyste ovarien n'étant pas dans l'utérus, on ne sait pas faire une kystectomie à partir d'une hystéroscopie. Voilà ce que je peux dire. Merci, professeur. Professeur Munzango, si vous avez un commentaire, vous pouvez ajouter. Non, 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 non. Le prof nous a tout dit. Je n'ai plus rien à ajouter. Merci beaucoup. Merci. Il y a Monsieur Dani Mukanzu qui pose la question de savoir est-ce qu'on peut réaliser une hystéroscopie chez une vierge? Je pense que le professeur Nzao en a parlé, peut-être qu'il s'est connecté en retard. Je vous remets la parole, professeur Nzao, pour éclaircir le docteur Dani Lukanzu. Oui, oui, merci beaucoup. C'est une question, une très belle question qui revient régulièrement parce que la crainte, elle est réelle. Est-ce qu'on va pas déverger la petite? En fait, ce qu'il faut savoir, bon, la réponse est oui, on peut faire. On peut faire avec l'équipement actuel, on peut faire. Ce sont des petits calibres généralement. On peut faire l'hystéroscopie diagnostique. On peut même faire beaucoup d'actes pour des petites pathologies qui peuvent sortir sans dilater l'hymen, mais pour l'hystéroscopie opératoire avancée, par exemple, lorsqu'on veut utiliser un résotoscope, pas un mini résotoscope qui a un petit calibre, mais un résotoscope standard
puisque l'abord de la cavité se fait après dilatation, c'est là où on a des problèmes. On a déjà eu à pratiquer des myomectomies chez des vierges, mais en ce moment-là, il faut signer un document médico-légal. Si c'est utile pour la fille, pour la dame, on peut signer, mais ça veut dire que on va d'abord, l'hymen va être certainement euh, déchiré lorsqu'on doit placer un spéculum. Mais pour des petits calibres, tant que l'hymen n'est pas dilaté, tant qu'il n'y a pas de contraintes, comment je pourrais dire, paradoxales, donc d'un côté on tire et de l'autre côté on tire et on dilate pratiquement dans tous les axes, c'est difficile que l'hymen se déchire. Donc si c'est un petit calibre, ça ne va pas se déchirer. Donc c'est faisable. Merci, professeur. Vous avez une autre question? Décidément, vous avez beaucoup de questions. Le docteur Ludovic Bofunda, il demande s'il faut faire une antibioprophylaxie à chaque hystérodiagnostic. Il a une expérience, cette pratique en tout cas, il l'a vu ailleurs et il l'a adopté. Il demande est-ce que c'est nécessaire? Et à Medref, il demande s'ils ont un système de leasing. Merci de répondre. Oui, merci beaucoup pour cette question très, très discutée même dans la littérature. Il y a des écoles qui donnent l'antibiothérapie, il y en a d'autres qui ne donnent pas, mais ça dépend de quelle hystéroscopie il parle. Est-ce que c'est juste une diagnostic? Parce que je crois qu'il a parlé d'une Une, hystéroscopie diag. Oui, oui. une diagnostic. Ouais, ouais. Il y a les études, on en a parlé régulièrement. Les études n'ont pas montré un bénéfice en termes de risque infectieux, parce qu'on parle du risque infectieux là. Le fait de donner les antibiotiques et de ne pas donner, il n'y a pas de risque particulier qui soit supérieur lorsqu'on ne donne pas. Et ça, la littérature, comme on est dans le siècle de evidence-based, donc il n'y a pas d'évidence qui montre une supériorité ou une infériorité, on va le dire comme ça, une infériorité du fait de ne pas donner l'antibiotique. Voilà. Je ferai un petit commentaire, même si je ne suis pas prévue d'intervenir. Nous, en Gallium Fertility Center, on ne donne pas d'antibiothérapie, on n'a jamais de problème. Je pense que ce n'est pas nécessaire. Je sais pas, ça dépend des écoles, comme a dit le professeur. Mais jusque-là, il n'y a pas de différence donner, ne pas donner. Docteur Macheka, il y a une question pour Medref. Avez-vous un système de leasing? Oui, merci, docteur Irène. Avant de répondre à la question, j'aimerais d'abord préciser que nous avons au moins 8 représentants, 8 représentants dans différentes provinces de la République démocratique du Congo. Et les clients peuvent nous contacter et nous les mettrons en contact avec ces représentants afin de faciliter l'acquisition des matériels. Les systèmes de leasing, pas encore, mais nous y réfléchissons. Nous avons justement notre programme d'endo-accès qui permet évidemment aux hôpitaux d'acquérir les équipements endoscopiques et ils peuvent payer par tranche. Cela faciliterait quand même l'acquisition sans les asphyxier. Merci beaucoup, docteur Macheka. Nous avons une nouvelle question. Ça, c'est une question ouverte pour tous les professeurs. C'est docteur Calvin Marini qui pose la question de savoir si dans le cursus de médecin spécialiste, la célioscopie est pratiquée, est enseignée en pratique. Quelles sont les mesures pratiques que les professeurs prennent pour associer la théorie à la pratique, car ces matériaux sont hypersensibles et coûteux. Si certains professeurs ne font pas d'efforts financiers, comment on allie la théorie et la pratique? J'aimerais que tous les professeurs puissent répondre chacun à cette question, si possible. On commence peux par commencer. le Bien, professeur c'est Hamza. à vous de Oui. désigner l'ordre, en fait. Sinon, on va tous Non, parler. je préfère qu'on commence comme on a commencé pour les interventions. C'est plus facile. Ah, ok. Ok. Merci. Merci, Irène. C'est une très, très bonne question parce que depuis un temps, effectivement, nous, à l'Université de Kinshasa, on a introduit le module en postgraduate sur l'enseignement en endoscopie, mais je crois que s'il y a des assistants qui sont là, ils connaissent les difficultés que nous avons sur le plan pratique. Comme Marini a dit, ce sont les efforts
personnel où on ramène du matériel pour leur montrer, ainsi de suite. C'est comme ça que, ça c'est un avis qui est mien et certainement ne va pas être partagé. Quand vous allez partout pas partout dans le monde, mais dans plusieurs milieux dans le monde, ces enseignements-là, même pour ceux qui sont en formation, c'est pas gratuit. Les gens payent quelque chose, même les étudiants ou ceux qui sont en spécialisation, ils payent quelque chose. Ça veut dire que c'est vraiment un cours qui est organisé avec un budget, avec du matériel à usage unique ou du matériel réutilisable. C'est un centre de formation qui est bien conçu, avec un budget et qui fonctionne. Lorsqu'on fait un DU, lorsqu'on fait un DIU, c'est pas gratuit, c'est pas que quand on est en formation, on va prendre et puis après on met dans la poche. Parce que je suis persuadé que ce qui se donne gratuitement se perd aussi gratuitement. Aujourd'hui, dans ce domaine-là, il y a des gens qui ne sont pas intéressés par l'hystéroscopie ni par la laparoscopie. Ça va les rattraper, bien sûr, mais ils ne sont pas intéressés. Lorsque vous le mettez comme ça dans un groupe des gens qui veulent aller de l'avant, dans le domaine, il va être lourd. Et après, quand il aura appris ça, vous avez investi en lui, mais après, il pratique pas. Donc, je reste persuadé que les universités peuvent prendre, comme l'université de Kinshasa, parfois on prend du matériel qui est là, qu'on utilise, mais vous savez que ce n'est pas recommandé de prendre le même matériel qu'on utilise chez les patientes et venir comment les utiliser pour la pratique, soit sur simulateur sec ou encore sur Android Lab. Ce ne sont pas des choses recommandées aujourd'hui à travers le monde. Si on doit le faire correctement, ça doit être du matériel dédié à la formation et il y a un coût. L'investissement peut venir des universités, mais je reste persuadé, même si on achète le matériel, 5 ans après, il faut encore en racheter. Donc, il faut un turnover qui va être assuré par un vrai fonctionnement avec des frais de participation. Et l'assistant qui est vraiment intéressé, ça ne sera pas beaucoup, mais il paye des frais et il accède à une formation qu'il va ensuite utiliser. Sinon, on va toujours revenir sur les mêmes choses. On en a fait l'expérience pendant des longues années. Et c'est la même chose pour l'échographie. Vous allez vous rendre compte que vous faites ça gratuitement. C'est comme si vous jetiez votre formation. Il faut que les gens soient intéressés et payent, même si on doit réduire ça parce que ce sont les assistants, ceux qui sont en formation. Mais il y a des frais qui doivent permettre voilà, que les choses se passent correctement. Désolé d'avoir un temps un peu long parce que c'est une question qui revient régulièrement. Merci. C'était important, professeur. Professeur Guy Bonzango, si vous avez un commentaire. Oui, oui. Merci beaucoup, docteur Irène. C'est vraiment une question très, très pertinente et je pense que cette question prend d'autres envergures en dehors de ce que le professeur Nzao venait de dire. Ça, c'est très, très important. C'est vrai que toutes les formations partout ailleurs se payent toujours. Mais ce que moi, je pourrais encore aller plus loin est que nous devons surtout mettre une certaine organisation en termes même des points de référence pour la formation en endoscopie, en gynécologie, par exemple. Donc, je pense que le travail que les professeurs nous devons faire est de nous réunir, de donner vraiment un plan de formation qui n'est pas encore dans notre programme national et suivre ces plans de formation avec un accompagnement au bloc opératoire comme ailleurs. Avec ça, on pourra certainement résoudre ces problèmes. Parce que ce qui est important est que les gynécologues que nous formons demain, ils doivent être à mesure d'appliquer ce que nous leur donnons. Payer, pour moi, je trouve ça normal, ça, il n'y a pas de souci, mais que nous allions encore plus loin pour voir comment mettre au point même les modalités sur la pratique, parce que ce soit sur le plan juridique ou sur le plan protocole en termes de techniques opératoires, dans les diag ou dans l'opérationnel, chacun fait par rapport à ce qu'il est habitué à faire ou là où il a été formé. Mais je reste convaincu que la RDC, en général, nous devons nous réunir comme praticiens et déterminer les normes, même pour que l'on puisse dire que quelqu'un est à mesure de pratiquer maintenant l'endoscopie, il est préférable que l'on puisse avoir même tout un comité qui doit décerner l'accessibilité aux gens. Ça sera quand même mettre de l'ordre dans la formation et ça encouragerait les apprenants. Merci beaucoup. Merci, Irène, professeur Guy Bonzango. si tu permets que Oui, je professeur. réagisse par rapport à ça, hein. C'est bien que le professeur Guy ait relevé ça.
Et je l'invite à être un peu plus actif maintenant dans comment dire, la société congolaise d'endoscopie qui doit être ressuscitée. Parce que ce qu'il dit, effectivement, c'est géré par des sociétés savantes, en fait. Parce que l'université va venir ce qui va regrouper tout le monde, c'est une société savante. Parce que si c'est l'université de Kinshasa, à moins qu'on ait un appui au niveau national, même en termes, en fait, vous voyez que c'est une avancée au-delà même de la formation de la gynécologie telle qu'on l'a fait aujourd'hui. Déjà, sur le plan de la gynécologie, on n'arrive pas à faire ça. Et donc, ça sera difficile d'imposer ça sur le plan seulement de l'endoscopie. La meilleure chose à faire pour vraiment appliquer ça, c'est d'avoir un lobbying et arriver à accéder à ça pour que ne soit décerné. On y a réfléchi au niveau de la société congolaise d'endoscopie, mais qui, jusque-là, traîne à vraiment être boosté, mais ce sont des questions qu'il faudrait qu'on règle à ces niveaux-là. Mais si ça peut se faire au niveau des universités, tant mieux, mais j'ai l'impression que ça posera un problème au niveau des universités. Voilà. Merci, Je m'excuse, professeur. Je ne sais pas si le professeur docteur Cham Yancy, a... Oui, je, professeur. je m'excuse. En fait, ce que je voulais ajouter par rapport à ce que le professeur Nzao venait de dire, je reste convaincu que la société d'endoscopie peut faire beaucoup de choses. Ça, je n'en disconviens, mais je pense qu'il est quand même temps de penser comment créer des branches sur cette société d'endoscopie parce que quand on est tous ensemble, c'est vrai que quand on est tous ensemble, on peut aller loin, mais il ne faut pas ignorer aussi les pesanteurs des autres. Moi, je pense qu'avec les peu d'énergie qu'on peut avoir dans la société d'endoscopie en RDC, il est temps qu'on puisse créer la société d'endoscopie gynécologique. Et là, ça pourra nous permettre déjà au niveau des gynécologues, et là, je l'ai dit avec les profs Nzao, on peut déjà mettre au point et les autres certaines façons de faire et les autres pourront suivre. Parce que dans les nationales, c'est bien, mais je crois qu'on a des pesanteurs négatives qui nous freineront parce qu'aujourd'hui, nous pouvons même mettre au point pour la gynéco, mais aussi longtemps que les urologues ne sont pas prêts, les digestifs ne sont pas prêts, ça risque un peu de nous freiner. Mais si on peut aller en gynéco, les autres pourront suivre, ça serait une bonne chose. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Guy Lambert. Je voudrais un petit commentaire du professeur Cham. Nous avons beaucoup de questions. Comme ça, on pourra avancer avec les questions. Oui, Professeur merci Cham, bien si pour la vous avez un parole. commentaire. Oui, merci pour la parole. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire après que le professeur Nzao et le professeur Guy ont relevé beaucoup de problèmes et de réalités par rapport à la formation. Alors, ce que nous faisons ici sur place à Lubumbashi par rapport à la formation, c'est que c'est vrai que dans le cursus de gynécologue, il faut qu'il y ait une main en célioscopie, en hystéroscopie et tout. Donc, nous encourageons tous nos candidats qui sont en spécialisation, dès qu'ils sont assez avancés, troisième, quatrième année, de pouvoir se déplacer vers Kinshasa. Je crois que cette année, le professeur Nza a dû recevoir quelques-uns de nos assistants sur Kinshasa pour être formés de façon claire. Puisque vous voyez, le fait que relève le professeur Monzango, c'est que si nous ne faisons pas un effort pour que même la formation soit normée et que les choses soient transmises de façon correcte, les dérives sont vite arrivées. Donc, pour nous, nous exigeons ça et quand ces candidats-là reviennent, ils reviennent justement avec un certificat et nous validons ça dans les acquis de leur formation. Merci, Et professeur évidemment, Cham. Je ne sur sais pas. place, pour ceux qui sont déjà avancés, de temps en temps, quand l'un de nous qui a été formé justement par le professeur Nza, c'est soit le professeur Arthur, soit moi, quand on a un cas de scopie et tout, bon, on se fait toujours accompagner par l'une ou l'autre personne du département pour justement se former. Mais nous Compagnonnage, ouais. insistons sur une formation normée et ils doivent se déplacer notamment vers Kinshasa. Merci, professeur Cham, pour votre expérience. Je ne sais pas si le professeur Itois a un commentaire. Comme ça, on va prendre rapidement les questions parce que là, il y en a vraiment beaucoup et on Oui, a non, largement débordé. oui, un petit commentaire sur le fait que le porteur robot du gynécologue obstétricien africain qu'on veut former est connu.
Bon, de là, introduire un module sur l'endoscopie, mais après, jusqu'à un niveau, parce que dans la courbe d'apprentissage, il y a des niveaux. Donc, sur le plan il y a quand même la motivation de tout un chacun. On peut être en formation postdoctorale, mais il y a les DU, il y a des ateliers. Et donc, c'est d'abord la motivation. Parce qu'à la base, il faut quand même que le gynécologue obstétricien fasse la chirurgie conventionnelle. Donc, le petit commentaire que j'avais à faire, c'est d'abord écrire un module, mais d'un niveau 1 à la sortie, parce que la perfection, c'est aussi au fur et à mesure. Hein. Voilà ce que je voulais dire. Merci Merci. beaucoup, professeur Clotaire. Nous avons le docteur Mayunga qui nous pose la question de savoir la place de l'intelligence artificielle. Malheureusement, il ne désigne pas les intervenants qui doivent répondre aux questions. Je ne sais pas qui pourra répondre à ça. La place de l'intelligence artificielle dans l'hystéroscopie moderne. Oui, je peux répondre à ça. Hein. Oui, professeur. Oui. Bon, les autres aussi, je n'ai pas à interdire qui que ce soit, désolé. Oui, on en parle de plus en plus, l'intelligence artificielle et son rôle dans la pratique médicale. Son rôle est de plus en plus croissant. Effectivement, en termes d'hystéroscopie, il y a deux domaines essentiels qui sont actuellement explorés. C'est déjà exploré aujourd'hui. Hein. L'intelligence artificielle permet aujourd'hui, par exemple, en hystéroscopie, d'identifier quelques zones particulières qui vont changer de coloration et ainsi de suite. Donc, ce sont des caméras qui sont équipées d'une technologie de reconnaissance intelligente de certaines modifications au niveau cavitaire et qui peuvent donner des couleurs et qui peuvent être interprétées. Ça, c'est déjà fait. Il y a même une équipe japonaise qui est en train de travailler sur le diagnostic d'une endométrite chronique parce que ça pose parfois des problèmes avec CA138 et tout ça. Est-ce qu'en hystéroscopie, on ne devrait pas déjà le faire? Et ils introduisent une intelligence artificielle qui permet, ils sont en évaluation déjà de ça, donc qui permet de rapprocher le diagnostic histopathologique. Donc, oui, l'intelligence artificielle est utilisée en laparoscopie, n'en parlons même pas parce que là, c'est beaucoup plus étendu. Mais en hystéroscopie aussi, on est en train d'arriver à faire cela. Le rêve en ce qui concerne, et ça a toujours été, je pense que ceux qui m'ont déjà entendu vont se souvenir, le rêve, ça serait par exemple de faire des hystéroscopes intelligents qui pourraient euh, intégrer l'échographie des dents et qui pourraient disséquer les myomes jusque vraiment l'enlever totalement sans que le, ce soit l'humain qui décide quand est-ce qu'on s'arrête et tout ça. Mais ce sont des choses qui poussent et je pense que ça va continuer à avancer. Merci, professeur. Oui, docteur pour Naner, cette si je peux réponse ajouter claire. quelque chose là-dessus, s'il vous plaît. Oui, rapidement, Oui, professeur Guy. oui. Comme ça, on Et prend les questions de tout le monde. Hein. de tout le Sinon, il y monde, aura des participants qui sont oui. tristes d'avoir posé des questions Exactement. sans réponse. Oui. OK. Alors, Allez-y, professeur. il y a une dernière publication. L'avant-dernière, c'était en 2023. Et en 2025, ici, il y a un professeur chinois, Zhao, qui a vraiment mis une méthode qu'il appelle au LOX. Et ces méthodes-là permettent d'identifier via IA, donc l'intelligence artificielle, les différentes lésions, polypes, tout. En tout cas, il venait de les publier il n'y a pas longtemps. Et il a fait une comparaison entre les résultats en vie, comme en vie humaine, et puis il y a en tout cas la différence était donc il n'y avait pas vraiment une grande différence. Et d'ailleurs, l'IA a donné plus de précisions en termes de lésions diagnostiques organiques visibles. Merci beaucoup. Merci, professeur. À croire que bientôt, on va disparaître hein, s'il y a plus dans des meilleurs diagnostics que les professeurs. Alors là, nous avons le docteur Valentin Boumba qui pose une question précise au professeur Nzao. Il voudrait savoir combien de temps il faudra pour avoir une formation complète et efficace en hystéroscopie et celluloscopie. S'il vous plaît, à vous la parole, professeur. Oui, Nzao. merci. Je vais aller très vite. C'est une question à laquelle je n'aurai pas une réponse scientifiquement prouvée, hein, ça je dois le dire,
parce que ça dépend du niveau de la personne, ça dépend de ce à quoi la personne va être exposée. Mais je vais parler de notre expérience. J'ai vu des gens partir des zéros et arriver à faire des choses. J'ai vu aussi des gens qui n'ont pas jusqu'à aujourd'hui fait des choses. Et nous, les formations, nous les organisons en couplant toujours des campagnes qui permettent aux participants d'être exposés à plusieurs cas. Et en hystéroscopie, généralement, c'est une formation de 3 jours théoriques et de 2 semaines de pratique. Et en laparoscopie, c'est une semaine de théorie et pratique. Donc, quand je dis théorie en hystéro, c'est aussi le laboratoire, hein. Ça veut dire que des pratiques sur mannequin, nous avons organiser ça de cette manière, ça, là. Et sur la laparoscopie, c'est une semaine et on a aussi 2 semaines de pratique où on est sur euh, les pratiques cliniques. Il y a d'abord la pratique au laboratoire et la pratique clinique. Et de cette manière-là, on arrive à capaciter plusieurs personnes, pas tout le monde. Mais il y a des études que nous devons commencer pour voir quelle est la meilleure méthode, quelle est la meilleure durée et ainsi de suite. Ça, nous commençons parce que je profite de l'occasion pour dire merci à José qui a donné l'information de la construction de ces centres d'endoscopie à l'Université de Kinshasa. Et ce centre-là va effectivement s'étaler sur ces considérations scientifiques pour arriver à trouver des méthodes et des durées qui soient méthodes et durées optimales. Merci. Merci, professeur, pour ces éclaircissements. Le docteur Yannick Nzao revient pour poser une question au professeur Clotaire. Il demande s'il existe un appareil d'hystéroscopie à Brazzaville. Je pense que oui. Peut-être qu'il s'est connecté en retard. Sinon, si ce n'est pas le cas, vous référez à qui ou où? Et deuxièmement, comment faire une inscription au CHU de Brazzaville pour la spécialisation gynéco obstétrique? Professeur Clotaire. OK, merci beaucoup. Bon, je commencerai par la dernière question. Sur l'inscription, c'est à l'université Maringouabi. Alors, en tenant compte du partenariat, les médecins qui sont admis doivent être de l'UNIKIN ou de Lubumbashi. Ça, c'est vraiment on va dire, ce sont les critères de l'université de Maringouabi. Donc, il suffit de se présenter et puis il y a un probatoire. On a pas mal de compatriotes de là-bas. Ensuite, l'hystéroscopie, oui, nous pratiquons depuis 2000, on va dire que moi, personnellement, depuis 2009. Donc, enfin, quand on dit hystéroscopie, il y a aussi la soloscopie en pratique quotidienne. Merci. Merci beaucoup, professeur. Le docteur Aristote Ndekeze remercie la SOGO et le webinaire, plutôt le MEDREF pour le webinaire. Il dit que pour les défis, en plus de l'approvisionnement matériel, je voudrais ajouter la maintenance, après que ce soit préventif que curatif. Il félicite le MEDREF pour ce travail très bénéfique pour le pays. Ça, c'est pas vraiment une question, je pense que c'est un commentaire. Le docteur Justin Koujaribinjoua, il félicite les maîtres. J'ai oublié de citer les félicitations antérieures pour faire court, parce que sinon les questions seront très longues. Il propose au professeur Cham de vulgariser sa Lubumbashi. Il est à Lubumbashi lui-même. C'est aussi un commentaire. Vous avez les félicitations de Dr Justin, professeur Cham Zaou, Dr Macheka et moi-même. Merci. Le docteur Michel. Bonsoir, moi, DS2, gynéco au CHU de Brazzaville. Ma question est de savoir, ça revient sur le cas clinique dans lequel on avait oublié la compresse lors de la césarienne. Un an après, est-ce que cette femme n'avait pas un abdomen chirurgical? Je pense que la question s'adresse au professeur Nzao, parce que découvert un an après, est-ce qu'il y avait des manifestations cliniques? Professeur Oui, Nzao. merci. Rapidement. Oui, il y avait des manifestations cliniques, je l'ai dit. Elle avait des pertes récurrentes, donc on l'a traitée, ça revenait. Chaque fois, elle avait des pertes génitales, mais non, pas d'abdomen chirurgical, parce que la compresse est retrouvée à l'intérieur de la cavité. Pour qu'il y ait un abdomen chirurgical, c'est en phase aiguë d'infection. Là, ça peut passer par exemple par les trompes ou par
l'incision de la césarienne parce que c'était une césarienne et arrivée au niveau abdominal. Mais elle avait seulement des symptômes liés à une inflammation intra-utérine, donc des pertes. Merci beaucoup, professeur. Nous avons une question de docteur Michael Bieka, depuis l'hôpital général du Nord Kivu, de Goma, hôpital général Kieshero. Il nous demande juste d'améliorer le son. C'est pas une question. Le docteur Wolumbi, il dit qu'il y a un centre de formation à la faculté de médecine. Le docteur Laetitia, on est dans la cavité utérine, les lésions adénomateuses qui se trouvent en dehors de la cavité. Faudra-t-il une cellule? Est-ce que ça vous arrive de compléter ça? La question est adressée à tous les professeurs qui pratiquent et l'hystéroscopie et la célioscopie, notamment le professeur Nzao et le professeur Guy Monzango, tous les professeurs d'ailleurs, parce que la question n'a pas été précisée à l'un de vous en particulier. Question de savoir, est-ce que si vous trouvez des lésions adénomyosiques, vous complétez par la cellio? Point d'interrogation. Ok, sinon je peux répondre parce que je vois que le prof n'a pas pris la parole, si vous le permettez. En Oui, fait, bien sûr, professeur. là, je profite de l'occasion pour dire que quand on doit opérer, on ne doit pas être surpris avec des diagnostics en opératoire. Je suppose que cette adénomiose-là, cette lésion adénomiosique devrait d'abord être diagnostiquée par une échographie bien faite. Et on pourra déjà cartographier cette adénomiose et avant d'y aller, on va pour une intervention opérer et opérer une seule fois. Donc, quand on doit aller par voie hystéroscopique et on s'en rend compte. D'ailleurs, il serait difficile pour une adénomiose en hystéroscopie de se rendre compte que ça va jusqu'au niveau de la cerise. Ce n'est que l'échographie bien faite qui pourrait bien nous orienter. Donc, il est quand même pas commode ni pas vrai de commencer par une hystéroscopie et découvrir une adénomiose en opératoire. Il y a eu déjà une faute bien passée avant, donc une échographie n'a pas été très bien faite. Merci beaucoup. Merci, professeur Guy Monzango. Je ne sais pas si professeur Chab a un commentaire ou professeur Hitois ou professeur Nzao s'il est de retour par rapport à cette Oui, je suis question. là. Oui, oui. Ah, oui, si j'ai bien compris la question, c'est bah, est-ce qu'il parle de l'endénomiose? Ça veut dire qu'on Non, est de vraiment. l'adénomiose. De Oui, oui, l'adénomiose. la question telle que c'est posée, c'est comme s'il parlait aussi de l'endométriose de manière générale, parce qu'il parle de la cavité péritonéale aussi, je crois, parce qu'il En fait, parle de la célioscopie. Bref, elle pose la question, est-ce que quand vous faites l'hystéroscopie, vous vous rendez compte qu'il y a des lésions adénomiosiques? Est-ce que vous recourez systématiquement à une célioscopie? Est-ce que ça vous arrive? Pour rechercher peut-être une endométriose, c'est ce qu'elle voulait dire. Enfin, si je comprends la question. merci beaucoup. Comme le professeur Gu a dit, une adénomiose, si elle est vraiment très minime, elle peut être découverte à l'hystéroscopie sans qu'on ait eu comment dire, des signes francs avant. Mais une adénomiose, généralement, quand c'est vraiment sur diffus et tout, c'est vu à l'échographie. Il y a des. Mais parfois, on a des petits nids comme des petites poches qui n'ont pas été clairement définies. Là, on peut les voir à l'intérieur de la cavité, alors qu'aucun autre examen l'avait vu avant. À un moment, ça fait même 2, 3 ans, on était en train d'aller, je pense que ça va revenir, on était en train d'aller vers une forme superficielle endo-utérine de l'adénomiose qui ne se voyait que à l'hystéroscopie, donc l'échographie passait à côté de tous les autres bilans, tous les autres moyens d'exploration. Mais on est en train de, les études continuent pour arriver à dire quel est son rôle, par exemple, par rapport à la fertilité. Ça veut dire devant une échographie normale, une IRM normale, et bon, la celloscopie, n'en parlons même pas parce qu'on parle de l'adénomiose, est-ce que la probabilité de trouver quand même une pathologie de type superficiel est possible? Alors là, est-ce que quand on trouve quelque chose dedans, on va directement en laparoscopie? Non, le professeur Guy l'a dit, l'adénomiose, c'est d'un diagnostic dans sa forme telle qu'il s'est évoqué là, où ça pourrait arriver jusqu'au niveau de la séreuse
ou encore ça pourrait être associé à une endométriose. Je préfère aller plus loin pour couvrir tout parce que j'ai l'impression que lui, il voyait aussi l'endométriose. Donc l'imagerie aujourd'hui permet de bien, euh, comment dire, circonscrire le problème et c'est pas une surprise qui doit être opératoire, sauf les formes très très mineures. Merci. Merci beaucoup, professeur. Nous avons vraiment beaucoup de questions. Ça démontre que les exposés étaient très intéressants et très suivis. Nous avons le docteur Mavi Bouloupi qui pose la question au professeur Itois, je suppose. Quelles sont les limites ou contraintes de la mise en œuvre de l'endoscopie à Brazzaville? Professeur Itois, s'il vous plaît. Oui, vous parlez de la mise en œuvre. Alors, Oui, la quand on parle de la question mise est en les œuvre, c'est quoi? limites ou contraintes de la mise en œuvre de l'endoscopie à Brazzaville. Peut-être la mise en place ou quoi, je ne sais pas. C'est écrit comme ça. Non, non, l'endoscopie se pratique déjà depuis près de, près d'une dizaine d'années à Brazzaville. Il y a des contraintes, les contraintes qui sont liées au matériel. Parce que, comme je pratique au niveau étatique, il y a des contraintes liées au matériel. Sinon, l'endoscopie se pratique. Il n'y a pas ce sont plutôt des contraintes liées au changement du Derrière. matériel. Il y a des pannes, c'est plutôt les contraintes, pas les limites comme telles. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Nous avons une question du docteur Michel Wimfack. Ma question porte sur l'hystéroscopie chez les vierges. Est-ce que ça ne dépend pas du type de l'hymen, bien qu'on utilise le matériel de petit calibre? Les hymens comme l'annulaire et la biais pourraient encore passer, mais est-ce que l'hymen cribiforme, qui a juste une petite perforation, ne peut pas être détruit? Pour une interrogation. Je pense que le professeur avait répondu à ça. Je ne sais pas s'il va encore donner quelques éclaircissements sur Oui, oui. l'hystéroscopie chez les vierges. Oui, oui, je vois que le participant va vraiment chercher dans les petits détails des choses assez rares. Moi, personnellement, je ne vois pas beaucoup d'hymen cribriformes. C'est vraiment très, très rare. Je ne sais pas si les autres panélistes l'ont vu souvent. Mais aujourd'hui, il y a des hystéroscopes qui ont un diamètre extérieur. Bon, dans la pratique, il faut peut-être l'avoir. Il y a des hystéroscopes qui ont un diamètre extérieur très, très petit. Par exemple, 1,2 déjà, on peut avoir un hystéroscope, mais qui a beaucoup de limites. Même à 3 millimètres, on peut déjà passer pour un hymen cribriforme. Donc, je crois que la limite pourrait être si le praticien n'a pas un hystéroscope d'encore tout petit calibre. Mais sinon, même un hymen cribriforme, ça peut passer. Mais des volumes ou des calibres standards de 5 millimètres, peut-être pourra dilater un peu le petit pertuis. Mais bon, dévierger, ça c'est dans la littérature, ça se fait sans trop de problèmes. Merci. Merci, professeur. Ça Docteur ne dévierge Michel, pas. En fait, je voulais bien préciser parce que j'ai fini par une phrase qui risque d'être un peu ambiguë. Ça ne dévierge pas. Merci. merci, professeur. Merci pour l'éclaircissement. Le docteur Michel Wifak demande comment se procurer le matériel à Brazzaville pour MEDREF. Oui, merci, docteur Irène. C'est procurer des matériels endoscopiques à Brazzaville. Le client peut contacter le professeur Clotaire qui est avec nous. Merci, docteur Macheka. Et le professeur Arthur Moukana dit qu'il a eu des petits soucis de connexion en début du webinaire, mais il voulait juste savoir si on a parlé d'un éventuel partenariat pour accroître l'accès à la formation en hystéroscopie. Je ne sais pas, professeur Arthur, partenariat avec MEDREF ou bien avec, si vous avez quelque chose en tête. Mais dans tous les cas, c'est ça la question. Je ne sais pas qui pourra répondre à ça. Je peux dire quelque chose, si vous permettez? Oui, professeur. Je pense que peut-être pas de manière précise parler de ce partenariat-là, mais pendant le webinaire, il y a plusieurs intervenants qui sont revenus sur la nécessité. Il y a même le professeur Monzango qui parlait de voir comment on peut se réunir pour arriver à bien donner bien spécifier ce qu'il faut pour quelqu'un qui doit être formé.
Mais effectivement, le partenariat, c'est très important. Qui fait quoi et comment on peut se retrouver? Parce que le Congo est vaste. Il n'y a pas que le Congo. On peut se mettre avec le Congo-Brazzaville, on peut se mettre avec les pays de l'Afrique centrale. C'est important d'arriver dans un partenariat pour que un milieu qui est légèrement plus avancé puisse faire avancer un autre milieu qui vient derrière, ainsi de suite. Donc le partenariat, il est très important. Oui. Mais aussi avec ceux qui ont les matériels, par exemple MEDREF et disons les enseignants, ceux qui fournissent dans tous les, comment je pourrais dire, c'est que Monzang a présenté, c'est que le professeur Monzang a présenté les trois piliers là. On peut trouver des partenaires à tous les niveaux. Donc ceux qui organisent plus des campagnes peuvent être des partenaires. Dans les formations, ceux qui organisent des formations peuvent être des partenaires et dans tout le reste. Il faut y réfléchir, il faut y réfléchir. Merci, professeur. Là, le professeur Arthur a précisé si on a parlé d'un partenariat précisément avec MEDREF. Alors là, Non, c'est pas à moi de répondre. pas spécifiquement. Merci, Hmm. professeur. Il y a le docteur Krishinela qui demande, elle est en formation au CHU de Brazzaville. Elle pose la question de savoir s'il y a un délai à respecter après une césarienne pour la réalisation d'une hystéroscopie. La réponse est ouverte. Je peux passer. Ah oui, oui, quelqu'un d'autre veut Elle parle répondre. du CHU de Brazzaville. Je n'ai pas compris. Elle est en formation au CHU de Brazzaville. Elle Elle voudrait pose. savoir, est-ce qu'il y a un délai à respecter après une césarienne pour la réalisation d'une hystéroscopie? Vous pouvez répondre, professeur Victoire. Est-ce qu'il y a un délai pour quelle indication? Respecter. Après une césarienne Oui. pour réaliser une hystéroscopie. C'est-à-dire pour une raison quelconque? Pour Pour une une autre raison raison, quelconque. oui. Oui, Ah, pour une autre raison. oui. Bon, mais est-ce que, bon, on a peur de quoi? De la cicatrisation? Bon, normalement, l'hystéroscopie, c'est c'est sous contrôle, hein? Pour moi, je ne vois pas un délai extraordinaire. Je ne vois pas un délai extraordinaire. C'est sous contrôle. Merci, professeur. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un, un autre professeur Pas intervenant qui a une Emmanuel. commentaire. Oui, oui. Merci Clotaire, comme j'ai été cité. Comme le professeur Clotaire a dit, il n'y a pas un délai qu'on retrouve dans la littérature pour dire que lorsqu'on a fait la césarienne, c'est à partir de ce moment que vous pouvez faire une hystéroscopie. Tout dépend d'indications. Tout dépend d'indications. C'est vrai qu'au tout début, avec le col qui est encore pas totalement revenu pour prendre autour de l'hystéroscope, parfois ça peut être très difficile de réaliser une hystéroscopie, mais les indications en ce moment-là ne trouvent pas vraiment la place de l'hystéroscopie. Les indications de l'hystéroscopie après la césarienne viennent généralement un peu plus tard, donc 4 semaines, 6 semaines, ainsi de suite. Et nous-mêmes, nous avons réalisé une étude où nous avons mis le délai à partir de 3 mois après. Mais dans la littérature, vous retrouvez les gens qui ont fait ça un peu plus tôt. Mais il n'y a pas un délai établi pour dire que c'est à partir de ce moment qu'il faut le faire. Il n'y a pas un délai. Professeur, nous allons terminer avec la question du docteur Joline Ebolo qui demande, qui dit qu'elle a lu qu'il y a des complications de l'hystéroscopie, notamment les perforations ou les infections. Selon vous, ces risques sont réellement significatifs dans la pratique courante? Sinon, pour les patients. Oui, professeur. Alors, comme on le sait, les complications dépendent de plusieurs facteurs. Les facteurs liés à la patiente, les facteurs liés à la pathologie, les facteurs liés à l'expérience de celui qui pratique l'endoscopie et les facteurs liés aux instruments. Donc, est-ce que vous utilisez du matériel approprié en termes de technologie? Est-ce que vous utilisez du matériel bien stérile en termes de risque? Donc, ça dépend un peu de tout ça, mais dans la pratique, les complications ne sont pas très, très importantes. On est autour de 0,2 à 2% il y a quelques années, mais aujourd'hui, ça a encore drastiquement diminué grâce à l'amélioration de la technologie, mais aussi à l'augmentation de l'expérience des opérateurs. Nous avons fait une étude, c'était pas une étude publiée, mais on a colligé les cas et nous avons recherché, c'est au tout début de notre pratique, 2017, je
pense, je me rappelle, 2017-2019, et on avait eu, je crois, 1,9% des complications. C'était essentiellement des complications liées à des perforations. Mais on était à l'époque à 500 quelques cas. Mais aujourd'hui, avec le recul, les complications que nous avons parfois, c'est des douleurs après ou des infections, pas les infections vraiment au niveau utérin, mais des femmes qui parfois ont des hydrosalpinx. Il faut faire très très attention parce qu'après, elles peuvent présenter des douleurs comme ça en termes de PID et tout, mais c'est très très rare. Ce n'est pas significatif pour répondre à la question. Merci beaucoup, professeur. Je pense qu'on est arrivé à la fin de notre webinaire. On a débordé à peu près de 1 heure vu que le sujet était très, très intéressant. Nous avons eu jusqu'à 136 participants venus de tous bords, de Brazzaville, de Goma, de Kolwezi, Lubumbashi, enfin de toute la RDC. Nous avons commencé avec 136 participants, nous terminons avec 95. Ça montre que c'est un sujet très intéressant. J'espère que à la fin de ce webinaire, beaucoup de gens vont s'intéresser à l'hystéroscopie, voire l'endoscopie en général. Je tiens à remercier tous les éminents professeurs pour leur sujet extrêmement intéressant et captivant. Je remercie MEDREF de m'avoir fait confiance. Je suis le docteur Irène, je ne me suis pas présentée. Irène Mwamba, je suis gynécologue obstétricienne. Je travaille à la clinique Galima, également en Galima Fertility Center, où j'ai une certaine pratique également de l'hystéroscopie. Je vous remercie et je pense que le prochain webinaire de MEDREF vous sera communiqué par les mêmes voies. Elles vous ont été communiquées par rapport à celle-ci. Merci beaucoup et je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre webinaire. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Merci beaucoup, merci. Merci.